Bienvenue à tous. Dans ce numéro de l'Automne du Parlement, nous revenons sur la session de juin 2025, une session qui a connu plusieurs activités, notamment l'adoption de 3 projets de loi, mais aussi le débat d'orientation budgétaire et le forum d'échange avec la Chambre des comptes. Nous verrons également les informations avec le chef de chambre, mais notre invité est le sénateur Malumbra, il est électrotechnicien de formation. Avec lui, nous verrons comment est-ce que les entreprises de la sous-traitance se comportent dans le Mayo Sava. Bienvenue dans le temps du Parlement. Parmi les activités des chefs de chambre, parlons de celle du président de l'Assemblée nationale. Le très honorable Kavayégué Djibril a reçu en son cabinet des chefs traditionnels de la Léquié. À travers la haute décision du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, d'élever le très honorable Kavayégué Djibril, l'amido de Mada, au rang de chef traditionnel de premier degré, c'est toute la chefferie traditionnelle du Cameroun qui a été honorée. Le cri de joie émis à cette occasion a fait accourir les voisins de Batchenga, Nkolkosé, en passant par ça. Nous sommes venus le féliciter et nous sommes venus lui dire tout notre soutien et notre soutien à celui qui incarne les valeurs de ce pays, celui qui est le chef des chefs, je voudrais dire son Excellence Paul Biya. Bienveillantes félicitations accueillies avec joie et humilité par le chef de chambre de l'Assemblée nationale. L'occasion faisant le larron, les chefs traditionnels de la Léquié ont réitéré leur fidélité, leur loyauté et leur attachement au président Paul Biya. Le 12 octobre prochain, ils voteront pour le mendiant de la paix qui prône la paix, l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble, entre autres valeurs. Notre focus fait un zoom sur la plénière d'adoption des 3 lois qui ont été l'objet de débats au sein du Parlement. 3 lois adoptées au Sénat après une plénière bien nourrie, plénière qui a connu les interventions de plusieurs sénateurs qui disaient leurs préoccupations sur la réassurance, sur la sous-traitance, mais aussi sur la greffe d'organes. Le projet de loi sous examen qui nous réunit aujourd'hui, relatif aux dons et au prélèvement et à la greffe de matériel biologique humain, est un texte essentiel qui engage à la fois la science, la morale, la justice sociale. Comment ce projet de loi prévoit-il de concilier le développement de ces pratiques médicales avec le respect des réalités culturelles locales? Dans un esprit de décentralisation effective, comment le gouvernement entend-il doter à terme les hôpitaux régionaux, les collectivités territoriales des moyens techniques et financiers pour participer pleinement à cette politique de greffe afin qu'elle ne reste pas concentrée dans les grands centres urbains? Monsieur le sénateur, ce que nous essayons de faire, et si vous avez vu, il y a un article qui nous a donné des conditions, je pense que c'est l'article 4. Il est clair à cet article que les activités de don, de prélèvement et de greffe de matériel biologique humain au Cameroun obéissent aux principes ci-après: la non-discrimination, le respect de la vulnérabilité, le respect de la vie privée, le respect de la diversité et des valeurs culturelles. Maintenant, vous avez évoqué les exigences de la décentralisation. D'abord, le principe dans le cadre de notre système de santé, c'est la pyramide. C'est que vous allez des centres les moins outillés aux centres de référence. Ce que nous ambitionnons faire dans un premier temps, c'est de pouvoir rendre opérationnel totalement le centre de l'hôpital général de Yaoundé. Peut-être nous allons maintenant nous migrer vers le centre de l'hôpital général de Douala, de l'hôpital général de Garoua, et ainsi de suite.
en fonction, n'est-ce pas, des disponibilités que nous pouvons avoir. Monsieur le ministre, il est relevé dans le présent projet de loi la détermination des pourcentages des primes d'assurance à verser obligatoirement qui feront l'objet d'un taux fixé par arrêté ministériel. Il faut dire, Monsieur le ministre, qu'évaluer les créances à céder reste complexe, surtout en cas de litige de créances douteuses, ce qui peut affecter la situation financière des parties et rendre les transactions moins attractives. J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, quelle sera la base de calcul des montants y afférents, compte tenu des accords de réassurance divers, de la qualité de l'évaluation des risques et des règles spécifiques d'assurance, telles que les critères de solvabilité, de fonds de garantie, de reddition de comptes et des états financiers des assurances. Sénateur Sournac, je voudrais dire qu'au niveau de la cession légale, il n'y a aucune intervention de l'État ou de l'organisme qui sera créé dans la souscription d'un agent économique, c'est-à-dire que ce soit un individu, une société, pour sa police d'assurance. Les choses vont continuer comme avant. C'est-à-dire que vous voulez assurer votre véhicule ou votre bâtiment ou je ne sais pas quoi, vous allez voir votre société d'assurance. L'État n'intervient pas. Pas du tout. Ce n'est qu'au niveau de la prime. Lorsque la prime est payée, qu'il y a ce qu'on appelle la cession légale. L'État n'a pas à intervenir dans la rédaction des contrats. La cession légale ne devrait-elle pas être gérée par une société de réassurance, comme c'est le cas dans les autres pays, pour garantir l'intégrité? Pour garantir, oui, intégrité, fiabilité, savoir-faire, qui sont des valeurs requises pour tout réassureur. Cette société ne devrait-elle pas être constituée d'actionnaires privés, des compagnies d'assurance et autres acteurs, des partenaires de référence, ça veut dire d'autres réassureurs communautaires, comme la SICARE et la FRICARE, par exemple, et d'autres institutions? Vous l'avez dit, sénateur Mama, les assureurs font partie de ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, un peu comme les banques. Sénateur Mama, sénateur Aruna, si vous déposez votre argent à la banque dans un compte d'épargne, c'est votre argent, il va vous produire des intérêts. Mais vous ne savez pas ce que le banquier en fait. Lorsque l'État, lorsque le gouvernement, lorsque le ministre des Finances lance souvent des opérations d'appel public à l'épargne, mais souvent c'est votre argent. Nous travaillons avec les banques, très peu avec vous, les individus, les déposants. Nous travaillons avec les banques. Et les banques disent, allez, moi je vais placer 10 milliards. Dans les 10 milliards, il y a sûrement de l'argent qui appartient au sénateur Mama, au sénateur Abarouna. C'est ce qu'on appelle un investisseur institutionnel. Notre invité est électrotechnicien de formation. Sa carrière professionnelle, il l'a entièrement menée au sein de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Pendant 20 ans, il a été tour à tour directeur des dépôts à Garoua, Maroua, Yaoundé, Bafoussam et même Ngaoundéré, puis inspecteur d'exploitation à la direction générale à Douala. En mars 2023, il est nommé sénateur par le président de la République. Sur le plan politique, il est chargé des missions départementales pour le compte du comité central du RDPC dans le Mayo-Sava. Sénateur Malumba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Mathieu Kemgo. Vous sortez de la session de juin 2025 qui a connu l'adoption de 3 lois, notamment sur la réassurance, sur la sous-traitance, mais aussi sur la greffe d'organes. Quel bilan tirez-vous de cette session? Cette session a été très riche et dense. Effectivement, nous avons adopté 3 projets de loi que le chef de l'État vient de promulguer le 15 juillet 2025. De façon générale, toutes ces lois viennent compléter certains vides juridiques
dans les domaines économiques, financiers et médical. En outre, s'agissant de la loi portant régime de la sous-traitance et celle instituant la cession légale obligatoire sur les cotisations et les primes et sur les traités de réassurance, elles entrent en droite ligne de la politique de l'import-substitution prônée par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. En effet, s'agissant de la loi portant sur la sous-traitance, cette loi permet aux entreprises locales, aux PME locales, de bénéficier de la richesse générée par la mise en œuvre de différents projets structurants. Elle va également permettre à ces entreprises locales d'acquérir la technicité et l'expertise nécessaires qui vont leur permettre de compétir à l'international. S'agissant maintenant de la loi instituant la cession légale obligatoire sur les primes ou cotisations et sur les traités de réassurance, cette loi a le mérite non seulement de prévenir l'évasion des devises, mais également de soutenir l'économie nationale. Enfin, s'agissant de la loi relative aux dons, au prélèvement et à la greffe des matériels biologiques humains, cette loi a pour objectif d'encadrer un acte médical qui va permettre de sauver des vies, souvent très nécessaires pour sauver des vies. Comme vous le constatez, toutes ces lois ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie de nos populations, qui est une préoccupation très chère au chef de l'État. Nous allons revenir sur une loi spécifique, celle concernant la sous-traitance, en prenant le cas de votre département d'origine, le Mayo-Sava. Alors, comment est-ce que les entreprises du Mayo-Sava peuvent bénéficier de cette loi sur la sous-traitance? Est-ce qu'il y a des projets là-bas qui peuvent être développés et leur permettre, n'est-ce pas, d'exercer leur expertise de sous-traitance? Dans le Mayo-Sava, il y a le corridor Douala-N'Djamena. Il y a sur la nationale numéro 1 le tronçon Mora-Dabanga-Kuseri qui est en travaux en ce moment. Les entreprises locales, les PME locales peuvent bénéficier, si elles sont adjugées pour les travaux, de cette loi, c'est-à-dire des avantages de cette loi qui va leur permettre donc de générer des richesses au cours de l'exécution de ces travaux. Parlons à présent de l'un des temps forts de cette session, le débat d'orientation budgétaire. Qu'en avez-vous retenu? Le débat d'orientation budgétaire est une étape très importante dans le processus d'élaboration du budget de l'État. C'est une rencontre entre l'exécutif et le Parlement. Au cours donc de ces travaux, généralement, les parlementaires examinent la politique budgétaire du gouvernement. Ils inscrivent également des projets qui améliorent les conditions de vie des populations. Vous savez, dans le cadre de la stratégie nationale 2020-2030, il y a 4 piliers essentiels où repose la stratégie. La transformation structurelle de l'économie. S'agissant de ces piliers, les sénateurs ont proposé, entre autres, la réhabilitation de la Sonara. Ils ont également demandé qu'on regarde dans quelle mesure développer l'industrie du tourisme dans tout le pays et particulièrement à l'extrême nord. En ce qui concerne le pilier relatif au développement du capital humain et du bien-être, les sénateurs ont proposé l'amélioration des plateaux techniques dans nos hôpitaux de district. S'agissant du pilier relatif à la promotion de l'emploi et de l'insertion économique, les sénateurs ont également proposé des projets genre la création des unités de transformation
pour résorber un peu le chômage des jeunes. Pour ce qui est du quatrième pilier qui est la gouvernance, la décentralisation et la stratégie de l'État, les sénateurs ont également demandé que le transfert des compétences soit intégral et effectif aux collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre d'implémenter nécessairement la décentralisation. On sait que le sujet de la décentralisation est très cher pour les sénateurs, vous qui représentez les collectivités territoriales décentralisées. Mais on ne va pas, n'est-ce pas, entrer dans le fond pour ce sujet-là. Parlons d'un autre aspect des sujets que vous avez abordés au cours de cette session, ce forum d'échange avec la Chambre des comptes, au cours duquel vous avez parlé de la lutte contre la corruption. Ce sujet a permis à la Chambre des comptes de demander une fois de plus, un peu plus d'autonomie dans la façon de fonctionner, de manière à lui permettre de poursuivre les personnes identifiées comme étant des prévaricateurs de la fortune publique. Le 31e forum d'échange avec la Chambre des comptes et les membres du Sénat ont eu lieu effectivement au cours de cette session. Tout ce que moi je dirais, c'est de permettre d'accorder vraiment l'autonomie à la Chambre des comptes pour qu'elle remplisse entièrement sa mission de contrôle des finances publiques. C'est une structure juridique des finances publiques. Donc il faudrait qu'on lui permette de remplir convenablement sa mission en lui accordant une autonomie. Parlons à présent de Mayo Sava, de Kolofata, dont vous êtes originaire. Alors, quelles sont les doléances qui vous reviennent très fréquemment de ce département, de la ville, ou bien de l'arrondissement de Kolofata? Vous savez, les 10 dernières années, Kolofata a été l'épicentre de l'insécurité venant du pays voisin, le Nigeria. Boko Haram. Donc cette secte a meurtri les populations de cet arrondissement. Mais aujourd'hui, grâce au Tout-Puissant et à nos forces de défense et de sécurité sous la très haute impulsion de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le calme et la sérénité reviennent progressivement. Quelle a été la contribution du sénateur que vous êtes pour le retour à ce calme dont vous parlez? Le plaidoyer de sénateur a été aussi d'une importance capitale. Même au sein du Parlement, nous avons eu à prendre la cause, plaider pour que la sécurité revienne. Et le chef de l'État avait toujours une oreille attentive de ce côté. Aujourd'hui, grâce à son implication, à son impulsion, les forces de défense et de sécurité, ainsi que celles de maintien de l'ordre, veillent au grain. On sait que dans la région de l'extrême nord en général, il y a ce problème d'identification des nouvelles naissances. Les parents n'ont pas ce réflexe d'aller très vite faire établir les actes de naissance aux enfants. Comment est-ce que vous travaillez pour que ce problème soit résolu définitivement? Vous savez, au mois de décembre 2024, nous avons adopté un projet de loi relatif à l'état civil. Ce projet de loi, il faut avouer, a tout le mérite de faciliter aujourd'hui l'établissement des actes de naissance. Donc, on a tellement allégé qu'aujourd'hui, tout le monde se frotte les mains, ce sésame est à la portée de tout le monde. Donc,
avec ce projet de loi qui a été adopté et promulgué en décembre 2024, aujourd'hui, on ne se plaint pas de l'obtention de ces sésames. Dans quelques mois aura lieu l'élection présidentielle. Comment est-ce que le membre du RDPC que vous êtes, chargé de mission du comité central de ce parti dans le Mayo-Sava, comment est-ce que vous attendez cette échéance? C'est un jeu dont on a l'habitude. Donc nous sommes calmes et sereins. Les préparatifs par rapport à cette élection, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Le RDPC a pris le taureau par les cornes il y a de cela au moins 4 ans. On a investi le terrain pour assainir d'abord le sommier politique. Ensuite, nous avons organisé le renouvellement des organes de base et de ces organes spécialisés. Et depuis lors, nous sommes sur le terrain, nous inscrivons nos militants, nos potentiels électeurs. Donc, c'est dans un esprit de sérénité totale que nous attendons le jour J. Vous parlez de sérénité. Est-ce que les candidatures de deux fils du septentrion ne vous dérangent pas? Je pense à Beloboba Maïgari, je pense également à Issa Thiro Mapakari. Auparavant, il n'y avait pas vraiment de candidature venant des 3 régions du Grand Nord, comme on le dit. Est-ce que cette nouvelle donne ne vous effraie pas? Effectivement, il y a cette nouvelle donne. C'est vrai que ces leaders étaient auparavant avec le RDPC, c'est les alliés, c'est nos alliés de toujours. Aujourd'hui, ils sont nos adversaires. En réalité, il n'y a pas d'inquiétude en ce qui nous concerne parce que dans l'arène politique, nous avons été toujours face à face lors des élections locales. Au cours même de ces élections locales, ces partis ne nous ont jamais effrayés. Donc aujourd'hui, s'ils viennent contre le parti au pouvoir pour la plus importante élection, qui est l'élection présidentielle, nous allons investir le terrain comme d'habitude, sans crainte. C'est vrai qu'aucune élection n'est gagnée d'avance, mais je ne vois pas nécessairement leur force face au RDPC, qui est une machine électorale qui est préparée au quotidien, tous les jours. Sénateur Malumbra, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sur le terrain, nous sommes avec l'honorable Albert Kunche, député à l'Assemblée nationale, précisément de la circonscription politique du Kunki. Il a remis des prix aux meilleurs élèves de la communauté Bandjoun de Yaoundé. À la Maison de la Culture Bandjoun de Yaoundé, le Megesam, en 16, avait une douce saveur, celle de l'appartenance au Cameroun, saupoudrée d'amour et de partage. Nous sommes venus parce que notre cœur est ici, parce que nous sommes des Bandjoun, parce que chaque Camerounais est également l'autre. Nous sommes venus exalter l'excellence académique. Voilà le Cameroun que le président Paul Biya nous demande de bâtir ensemble. Au Cameroun, la boussole de la fraternité qui produit de doux fruits est fermement tenue par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous sommes venus célébrer l'hymne de l'excellence, l'hymne de vivre ensemble, l'hymne de la paix que prône si bien notre président, le président Paul Biya. Le chef de la communauté Bandjoun de Yaoundé, l'honorable Albert Kunche, instituait à dessein cette journée de l'excellence il y a 16 ans. C'était à l'effet d'amener élèves et écoliers à s'approprier l'excellence et de l'avoir chevillée au corps. Sage conseil mis en application. Tout part du travail. J'ai travaillé durant 7 ans, chaque jour, d'affilée, pour atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Un victoire et un bac avec mention très bien. C'est vraiment un réel plaisir de nous féliciter cette façon.
L'éducation, véritable cause nationale, requiert l'implication de toutes les composantes sociologiques du Cameroun. Le Mugesam contribue assurément à l'atteinte de cet objectif commun. Un coup d'œil sur le tableau de bord de cette manifestation en témoigne. C'est ici que prend fin cette édition de l'Automne du Parlement. Merci de nous avoir accordé votre attention. Rendez-vous à une autre édition.